Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entreprise et Société. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir Antoine Gourdon avec moi qui a repris et qui a même dirigé des entreprises pour plusieurs millions de chiffres d'affaires, qui les a redressées. Bref, on va faire son parcours, ce qu'il en a appris, ce qu'on peut, nous, en tant que PME et dirigeants de PME, eh bien, mettre en place quand on veut céder, quand on veut reprendre. Bref, un parcours riche que j'ai rencontré récemment et que j'avais envie de partager avec vous. Bonjour Antoine, comment vas-tu? Bonjour Mathieu, bah écoute, je vais très bien, je suis en Bretagne, il fait beau, donc j'en Magnifique. profite. Ok. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en dehors de ce que je viens de faire pour aider les gens à situer ce que tu as fait dans ta carrière et après on Ouais. ira dans les détails plus larges. Oui, bah écoute, volontiers. Donc j'ai 63 ans, je suis marié, je suis grand-père, j'ai fait des études scientifiques. J'ai quitté la science assez vite pour rejoindre le monde de l'entreprise. Euh, j'ai eu la chance qu'à 30 ans, on me confie la direction d'une entreprise qui était en difficulté au sein du groupe Veolia. Et donc, j'ai eu l'immense honneur de redresser cette entreprise. Et donc, ça, c'est une histoire assez ancienne, puisque c'est entre 93 et 98. Et depuis, je suis resté dans le monde de l'entreprise. J'ai dirigé au total 4 entreprises. J'en ai redressé 2. J'ai dirigé aussi 2 startups. Et puis, j'ai dirigé un certain nombre de projets industriels, de création d'usines ou de développement de technologies. Ok, super. Voilà. Et je fais du management de transition depuis à peu près 2016. Ok. Bah écoute, Voilà. en tout cas, j'espère que ça a donné envie aux gens à continuer à écouter tout l'épisode parce qu'il y a plein de choses dont j'ai envie de parler avec toi. Le premier point, c'est donc que tu as plusieurs fois eu à diriger des entreprises, donc que tu l'aies reprise ou que tu travailles pour Veolia, des entreprises qui étaient un peu mal en point et que tu as réussi à remettre sur le droit chemin. Comment est-ce que, premièrement, est-ce que tu identifies la cause première des problématiques? Parce qu'on peut être noyé sous un tas de bruit, de dire qu'un tel fait pas ceci, tel département fait pas cela. Comment est-ce qu'on arrive à démêler le vrai du faux dans quelle est la vraie cause de la problématique de l'entreprise? Eh bien, c'est vrai que dans ces cas-là, en fait, l'approche est assez intuitive, est assez physique. Ça peut paraître contradictoire de la part de quelqu'un qui a une formation scientifique, qui est hyper rationnel. Mais je vais prendre une analogie, c'est comme sur un bateau, j'aime beaucoup faire de la voile. Si on est sur un bateau et que le bateau tangue, ne se comporte pas bien dans le vent, dans les vagues, etc. Bon, si on n'a jamais fait de bateau, on est complètement perdu. Si on a fait du bateau, on voit tout de suite les problèmes essentiels à régler. Voilà. Donc, euh, d'une- la première, en fait, les premières impressions, je pense que là, en tant que dirigeant d'entreprise, il faut savoir se faire confiance. Même quand on arrive dans une nouvelle entreprise, on reçoit des impressions, un peu comme quand on rencontre une personne, on reçoit des vibrations. On a beaucoup de capteurs qui captent l'environnement, des capteurs qu'on a hérités de l'évolution, qui nous permettent de survivre dans la jungle ou dans le désert. Et là, c'est un peu pareil. Alors, c'est pas forcément les mêmes capteurs, mais c'est un peu les mêmes mécanismes. Ok. L'intuition, pour moi, reste quand même le guide numéro un. Ce qui n'empêche pas, dans un deuxième temps, bien entendu, de vérifier, de consolider les premières impressions par une vérification rationnelle. Mhm. Mais l'intuition est un guide primordial. Ok. Et tu parlais de confiance en toi-même. Comment est-ce que tu arrives du coup à inspirer confiance aussi ben, aux équipes? Parce qu'on sait que l'humain, en dehors de toute Mm. problématique, que tu aies une problématique, je sais pas moi, de chaîne de production, de département marketing qui fonctionne pas, etc., c'est souvent, comme tu dis, de la vibration humaine, de l'énergie qu'on y met. Comment est-ce que tu arrives à te faire accepter? Parfois, tu peux arriver dans un endroit où tu n'as pas forcément la connaissance technique, mais tu sais comment on dirige une boîte. Comment est-ce que ça passe cette création de confiance? Mm.
Écoute, j'ai compris ça assez tôt dans le cas, parce qu'à 30 ans, finalement, on m'a placé comme directeur d'une usine et j'étais quasiment le plus jeune dans l'usine, hein, d'autant plus qu'il y avait beaucoup d'anciens, des gens qui avaient commencé même à la mine, qui avaient commencé à travailler à 14 ans, et qui étaient là, que je rencontrais, ils avaient déjà 55 ans, et ils avaient nettement plus vécu que moi. Euh, mais voilà, le fait d'être positionné comme directeur d'usine me donnait en quelque sorte l'habit de l'autorité. Et les gens attendaient de moi, respectaient en quelque sorte finalement ceux qui m'avaient confié cette fonction. Et Mhm. donc à travers eux, respectaient la fonction. Il y a un respect assez important quand même de la fonction. Donc évidemment, c'est quelque chose qui vient au début, mais qu'on ne garde pas longtemps. Si on trahit, en quelque sorte, la confiance et le respect qu'inspire cette première position. Je Mhm. pense que sinon, ce qui garantit une certaine forme de confiance, de respect et donc d'autorité, c'est le langage de la vérité. C'est-à-dire le fait que, euh, eh bien, comme toute autre personne dans l'entreprise, on se met au service de l'entreprise et que dans la fonction particulière qu'on a de direction d'entreprise, euh, on est, on est sincère, euh, on respecte les autres Mhm. et on fait en sorte qu'il y ait un équilibre global dans la circulation d'informations et dans la prise de décision. Ok. On ne peut pas tout mettre comme un peu dans des associations où tout le monde parle en même temps, tout le monde veut refaire le monde. Non, on n'est pas dans cette situation, on n'est pas dans une situation de démocratie totale. Mais il faut bien qu'il y ait un minimum d'informations qui circulent, donc les informations pertinentes, et il faut aussi que dans la prise de décision, tout le monde puisse participer, parce que euh, même si on est en position de direction, et c'est d'autant plus vrai en management de transition, où on débarque en quelque sorte, on est parachuté à la tête d'une Mhm. entreprise, forcément, on ne connaît pas tout. Déjà, on ne sait pas faire tout ce que chacun dans l'entreprise sait faire. Je ne sais pas faire ce que fait un directeur commercial, je ne sais pas faire ce que sait faire un soudeur, etc., pour prendre deux exemples concrets au hasard. Donc, tous ceux qui, eux, ont une expertise, ont leur mot à dire. Et ça, c'est important que moi, je les écoute, que celui qui est en fonction les écoute, et que eux se sentent écoutés. Mhm. Même si on ne peut pas écouter tout le temps, tout le monde tout le temps, et voilà, c'est un minimum. Est-ce que tu as eu des entreprises qui allaient bien, à laquelle on t'a placé à la tête, que ça soit en mission de transition, là où il n'y avait pas forcément des grosses problématiques, mais elles voulaient faire de la croissance? Alors, oui, ça m'est arrivé. La dernière mission que j'ai faite, c'était une filiale du groupe Servier. Bon, le groupe Servier va très bien. Cette filiale, c'est une filiale de chimie, donc qui produit des principes actifs. Et donc, ce qui est actif dans le médicament, mais ce n'est pas le médicament final qui est Mhm. commercialisé. Et cette entreprise allait relativement bien. Bon, si j'étais là et avec d'autres collègues, c'est parce qu'il y avait une volonté d'amélioration, mais grosso modo, l'entreprise n'était absolument pas en péril. Mhm. Hein. Est-ce que tu, du coup, sur une situation comme ça où t'as pas forcément, on va dire, le feu au lac d'arrêter l'hémorragie financière, etc. Est-ce que toi, tu vois une différence dans le démarrage de ta mission? Est-ce que les gens sont peut-être alors encore moins réceptifs parce qu'ils se disent, ben, on fait déjà du bon boulot, pourquoi on nous amène un nouveau directeur? Ou quel est le sentiment? Alors, oui, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai ressenti. Alors, est-ce que ça vaut statistique? Parce que, bon, c'est un cas. Non, bien Euh, sûr. Non, ici, on est en train de parler de toi et de ton expérience. Donc. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, bon, c'était une entreprise dans le monde de la pharmacie, dans le pharmaceutique, ce groupe se porte bien, voire très bien. Et effectivement, ça s'en ressent, c'est-à-dire que
là, l'entreprise de production, bon, bah, ils produisent ce qu'on leur demande de produire, mais euh, il y a, il y a effectivement aucun sentiment d'urgence ressenti chez l'ensemble des personnes, d'autant plus que le management à la Servier est un management qui est très bienveillant. Mhm. Donc là, oui. Alors, effectivement, du coup, du point de vue de, moi, j'avais comme mission de créer en quelque sorte un nouveau département, des nouvelles méthodes dans ce département, celui de l'ingénierie. Euh, et en face de moi, donc mes interlocuteurs déjà étaient sollicités par d'autres projets de transformation. Euh, bah, c'était un travail, pour eux, c'était donc un travail supplémentaire dans un contexte où il n'y avait pas d'urgence et eux ne ressentaient pas d'urgence. Mhm. Donc effectivement, c'est un petit peu plus difficile d'obtenir une adhésion à un projet qui aurait une légitimité vitale. Ce qu'on Mhm. trouve, ce que j'ai trouvé, soit dans des startups, où là, bah, on se crée, on a un projet nouveau, et bah, oui, il faut se retrousser les manches pour faire vivre ce projet, ou des situations de redressement où là, oui, il y a le feu au lac parce que si on ne se bouge pas, l'entreprise disparaît et les emplois disparaissent avec. Mhm. Le contexte est effectivement très différent. J'ai pas encore eu la chance d'être dans une entreprise, une scale-up par exemple, une start-up qui a franchi un certain nombre de caps et puis qui a déjà atteint le point mort et qui est en Mhm. croissance, ou une entreprise ordinaire, enfin, qui existe, qui a un historique et qui fonctionne plus ou moins bien, mais qui gagne de l'argent et dont il faut améliorer le développement. J'ai pas encore eu ce cas-là. J'espère que je l'aurai un jour, mais pour l'instant, Je le souhaite. j'ai toujours été dans des situations plutôt de stress. Ok. Est-ce que tout à l'heure, on parlait du fait que, il y avait un respect de la fonction et du fait que tu as été auditionné par finalement la maison mère. Euh, Est-ce que c'est pas contradictoire avec le fait que si c'est toujours la même maison mère, ils vont se dire, mais ils nous ont déjà envoyé un premier gars qui n'a pas réussi. Qu'est-ce qui fait que lui va réussir en fait? Est-ce que ça, c'est Oui, quelque bah chose qui te... non, je vais tempérer un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais entre le moment où j'étais un ingénieur, un cadre, on va dire, dans ce groupe, et puis le moment où j'ai été investi de cette fonction, j'ai senti tout de suite un regard différent Mhm. de la part des ouvriers, des ingénieurs, de l'entreprise euh, dont j'ai pris la direction. Mais il n'empêche que les mêmes personnes, effectivement, n'étaient pas nées de la dernière pluie et attendaient de voir si, effectivement, il y avait de la substance derrière le titre. Voilà. Mhm. Mais bon, après, je tombais sur des gens plutôt bienveillants. C'était dans le nord de la France, donc une culture très industrielle, des gens qui avaient déjà de la bouteille, qui m'ont vu arriver. Bon, bah, je pense il y a eu une sympathie dès le départ. Donc, ils ont dû m'accorder du crédit rapidement. Mais c'est vrai que parfois, on a eu des discussions où bah, il me signifiait clairement qu'il n'appréciait pas tout ce que je faisais. Mais du coup, bah, j'ai apprécié ce franc-parler et ça m'a permis de corriger le tir. Mhm. Ah, c'est vrai que les non-dits peuvent aussi créer plus de problèmes que parfois se dire la vérité. Après, il y a la méthode et la manière de le dire, mais c'est vrai Exactement. que tout à l'heure, tu parlais de confiance, de vérité. Je pense que c'est des valeurs qu'on a parfois un peu oubliées parce qu'on veut présenter bien et pas forcément être sur la réalité même. Ça peut vraiment, à mon avis, nuire une relation de confiance que tu vas nouer avec les gens pour justement bah, essayer de les faire avancer dans le sens espéré en tout cas par celui qui t'a embauché, qui t'a placé là, quoi. C'est ça. Et alors, c'est un équilibre qui est assez délicat à trouver.
qui n'est pas le même d'ailleurs d'un métier à l'autre, parce que au début, j'étais plutôt dans l'industrie et les métiers du service. J'ai même fait des projets dans le domaine militaire et nucléaire. Et puis récemment, j'ai eu l'occasion de faire des missions dans l'univers agricole, agroalimentaire, bâtiment, où déjà le tutoiement est de rigueur. Mhm. Depuis le simple ouvrier jusqu'au PDG d'un grand groupe, tout le monde se tutoie dans ces univers-là, alors que dans l'industrie, il y a une sorte il y a une séparation sociale assez nette, voilà, qui moi me gênait à l'époque et me gêne Mhm. d'autant plus maintenant. Je suis beaucoup plus favorable au tutoiement, mais et du coup, voilà, il y avait un équilibre assez délicat à trouver entre l'image qu'on doit porter d'ailleurs en tant que directeur d'entreprise, notamment vis-à-vis d'extérieur, vis-à-vis des administrations, vis-à-vis des clients, et la relation plus confraternelle, plus conviviale qu'il est nécessaire de mettre en place avec ses collègues, même si ses collègues sont des collaborateurs. Mhm. Euh, mais il y a dans les deux cas, il y a moi je ressentais, ça me pesait un petit peu voilà, quand je débutais dans cette fonction, quand j'avais 30 ans, d'autant plus que je venais de l'univers de la recherche fondamentale, où là Mhm. aussi relations humaines sont beaucoup plus directes, beaucoup plus cordiales, et j'avais croisé des prix Nobel, des grands pontes de la science qui faisaient preuve d'une grande humilité, en Mhm. fait, dans les relations. Je me rappelle avoir ressenti que autant voilà, les ouvriers souhaitaient qu'il y ait une relation directe et pouvoir s'exprimer, mais en même temps, il ne fallait pas, ils avaient besoin, enfin, ils souhaitaient que euh, il y ait toujours une certaine verticalité dans la relation. Mhm. C'est un peu délicat. Bon, je ne vais pas vraiment creuser cet aspect sur le plan psychologique, mais voilà, j'ai ressenti qu'il y avait... Ouais. et c'est quelque chose que j'ai beaucoup moins ressenti dans l'univers BTP et agricole. Ok, ok. Donc ça, Euh, ce sont des choses à prendre en compte. Bah, on parle de culture d'entreprise. mhm. Et les cultures d'entreprise et les cultures de métier, il faut faire attention à ça. Ok. Il faut le prendre en compte. Euh, Si je dis pas de bêtises, du coup, tu as aussi racheté toi-même une entreprise pour la redresser. Est-ce que tu peux revenir sur ce passage-là? Oui, ben, j'avais pris des participations il y a 55 ans dans une entreprise qui était en redressement judiciaire. Euh, J'avais repris les parts d'un précédent associé. Mhm. Alors c'est une expérience qui par certains côtés a été exaltante et par d'autres extrêmement frustrante. C'était exaltant parce que bon, j'ai découvert ce métier du bâtiment, cet univers commercial de la relation B2C. Je connaissais Mhm. plutôt le B2B avant, parce que là on vendait des maisons pour des particuliers. Euh, et euh, Par contre, voilà. Et puis le résultat, c'est que le chiffre d'affaires a triplé en un peu moins de 3 ans. Et puis retour au bénéfice. Donc ça, c'était très satisfaisant, parce Mhm. que la situation au début était vraiment périlleuse, puisque l'entreprise était en redressement judiciaire, il y avait des pertes, il y avait des dettes très importantes. Euh, le hic pour cette expérience, c'est que l'associé en question était un escroc et faisait de l'abus de bien social, oui, j'ai pas peur de le dire, faisait de l'abus de bien social dans mon dos. J'espère que tu n'auras pas de diffamation suite à ce podcast, mais en tout cas. Ah ben non, 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 d'autant plus que voilà, tout était établi, Ok. témoignages, documents, donc tout est voilà. Qu'est-ce qui, Euh, qu'est-ce que tu as fait du coup concrètement dans cette société-là quand tu rentres et qu'elle est en crise? Donc vous vendez des maisons aux particuliers. Qu'est-ce qui était problématique et comment est-ce que tu as remis une dynamique commerciale en place?
Alors, la première problématique, c'est qu'on vendait pas assez, donc il fallait vendre plus. Dans le B2C, il y a trois règles, hein, comme on dit, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. C'est très simple. Et c'est aussi vrai dans le B2C sur Internet, hein, où c'est la visibilité. Mhm. Et là, l'entreprise, déjà, elle avait un nom. C'était un sigle imprononçable. Elle était perdue au milieu de la pampa, voilà, donc invisible. Donc on l'a déménagée près de ses clients finalement. Donc on l'a rapprochée du golfe du Morbihan sur une rue très passante. Ensuite on lui a refait une nouvelle livrée. Là on a travaillé avec une boîte de communication. On a changé donc le logo, le visuel, le flocage des camions, on a créé un site internet. Donc c'est devenu une entreprise visible et Mhm. belle. Du jour au lendemain, on a triplé le nombre de leads, donc de demandes de devis. Voilà. Donc mécaniquement, Ouais. on a triplé le nombre de ventes. Alors, après, il y a la vente et la réalisation de maisons individuelles, ce sont des cycles assez longs. Mhm. Entre la rencontre avec un client, l'éventuelle signature et puis le moment où on solde l'affaire, on a réalisé la maison, ben, il va se passer 18 mois, 24 mois. Donc, la progression du chiffre d'affaires est assez lente, et du Ouais. coup, je me félicite qu'on ait triplé le chiffre d'affaires en moins de 3 ans. Ça a été assez rapide. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, eh ben, c'est que pour encaisser en quelque sorte ce volume croissant et rapidement croissant d'affaires, on a réorganisé l'entreprise. L'associé, qui était le fondateur de l'entreprise, faisait autrefois fonction à la fois de... Il faisait les devis, la relation avec les clients, la conception des plans d'exécution et la Mhm. coordination des travaux. Donc, j'ai recruté deux personnes pour prendre en charge les deux fonctions de conduction de travaux et de plan d'exécution. Et donc, il a pu se concentrer sur le devisage euh, et la relation avec les clients, ce qui lui a permis de faire 3 à 4 fois plus de devis. Mhm. Ok. Après, il y a d'autres aspects. On a changé aussi les techniques de construction. On a rationalisé les méthodes voilà, de fonctionnement de l'entreprise en production, en pause, etc. Mhm. Donc, ce qui a permis de dégager une marge. Ok. Et quand j'entends, tu vois, que tu fais une refonte visuelle, tu déménages, tu recrutes des personnes, etc., ça demande quand même un investissement non négligeable. Est-ce que c'est venu par la finance même de l'entreprise et le fait d'être en redressement judiciaire, d'avoir repoussé les créances? Ou est-ce qu'il y a eu une injection de cash à un moment par un des associés? Quel a été le... Oui, oui, non, non, là, il y a eu une injection de cash. Moi, j'ai injecté 40 000 euros au départ et puis j'ai investi à titre personnel, enfin, par l'intermédiaire de mon entreprise personnelle, dans des fourgons que j'ai reloués à l'entreprise. Ok. Voilà. Parce que Euh, ça, c'est une réalité de beaucoup d'entreprises qui sont parfois en difficulté. Et elles sont en fait trop en difficulté pour pouvoir prendre des décisions et de se retourner en fait. C'est pas tellement que le dirigeant n'a pas d'idée ou qu'il n'a pas fait venir quelqu'un qui a des idées. C'est qu'il faut pouvoir remettre un peu de cash dans la machine pour, comme en plus, comme vous, c'est un cycle de vente extrêmement long. On parle pas d'un magasin où si tu l'ouvres, il y a 30 clients qui viennent dans la journée. Donc, c'est vrai que c'est toujours une problématique forte, le financement à ce moment-là précis, en plus dans un redressement judiciaire. ah bah, je te rejoins tout à fait. Là, il faut mettre de l'essence dans le moteur. Voilà, Hmm. ou du vent dans les voiles. Ça, ça c'est Ok. évident. Est-ce que, en connaissant comment dire, la fin de l'histoire, qui n'a pas forcément été très belle, est-ce qu'il y aurait eu, par exemple, des signaux au moment de t'associer qui auraient dit ne pas y aller, et tu les as pas écoutés pour une raison ou une autre,
ou tu les as vraiment pas du tout vus et puis ça s'est passé comme ça s'est passé? Et j'ai eu des signaux de nature intuitive. J'ai pas eu de signaux de la part de l'environnement de l'entreprise, des gens que j'ai Mhm. rencontrés, l'expert comptable, l'associé précédent, etc. Mhm. J'ai eu ensuite, une fois que ça a démarré, assez rapidement des signaux parce que bon, déjà des signaux de confiance parce que j'avais demandé s'il restait des dettes nouvelles ou pas dans l'entreprise. On m'avait dit non, il n'y a plus de nouvelles dettes. Et j'ai assez rapidement constaté qu'il y avait si des nouvelles dettes qui ne s'étaient pas encore matérialisées. Donc, rupture de confiance. Mhm. Effectivement, j'aurais pu assez rapidement en fait couper les ponts, euh, Mhm. me couper le doigt ou la main, comme on dit, et quitter cette affaire rapidement plutôt que d'y passer 3 ans, avoir la satisfaction de l'avoir redressé, Mhm. mais n'en tirer aucun bénéfice. Ouais, ouais. Euh, à quoi tu attribuerais du coup cette, on va dire, volonté de finir la mission ou de ne pas couper? Est-ce que c'était une par fidélité parce que tu t'étais engagé sur un projet? Quel était ton état d'esprit à ce moment-là? Bah, au début, il y a eu certainement un aspect irrationnel, euh, un désir d'aider, Mhm. un désir de réaliser quelque chose, un désir d'aller jusqu'au bout, une fierté. Voilà. Mhm. Ça, je l'ai ressenti euh, plusieurs fois où je me suis posé la question. J'ai ressenti que c'était des moteurs forts chez moi Mhm. et je le regrette après coup parce que je pense que là, il faut savoir être plus rationnel. Et dans un deuxième temps, j'ai aussi essayé de négocier avec cette personne euh, le fait de, par exemple, j'avais rajouté des activités d'entreprise qui n'existaient pas avant. Donc je Mhm. lui ai proposé qu'on coupe l'entreprise en deux et que je garde avec moi les activités nouvelles que j'avais créées. Mais là, bon, toute négociation était impossible, Mhm. comme toute action juridique d'ailleurs. Euh, Ouais. C'est vrai que j'ai rencontré des avocats expérimentés, notamment au début quand j'ai eu quelques signes qui m'ont indiqué qu'il y avait anguille sous roche et qui à ce moment-là m'ont dit arrêtez, partez. euh, voilà. Parce que eux avaient cette expérience. Mhm. Mhm. Mais c'est vrai que c'est souvent le regard extérieur en fait qui permet bah, de prendre Oui. conscience de à quel point on est engagé dans un truc dont l'issue ne sera pas favorable en fait parfois. D'avoir bah, cette personne, un avocat ou un autre entrepreneur à qui on parle de sa situation et qui va permettre bah, de un peu se retirer du quotidien, de l'affectif, parce que lui, bah, il connaît pas le dossier, mais s'il écoute d'une manière rationnelle, justement, parce qu'on parlait de rationalité, ça peut vraiment être une bouée de sauvetage parfois. Est-ce que parmi toutes les entreprises dans lesquelles tu as été, il y a vraiment différents domaines, différentes tailles aussi, est-ce que tu vois quelque chose dans le comportement humain qui fait que toutes les entreprises se ressemblent ou se différencient? Quelque chose qui soit, on va dire, universel pour qu'une entreprise fonctionne ou ne fonctionne pas? Je pense qu'à un moment donné, toute entreprise, comme tout fonctionnement humain, toute institution humaine, euh, elle, elle s'enfonce dans des habitudes. Elle s'emprisonne dans des habitudes. Mhm. Euh, et, euh, et elle a peur un peu de changer. C'est une peur humaine assez compréhensible, d'autant plus si les choses marchent. On ne voit pas de raison de changer. Mhm. Mais même quand ça ne marche pas, parce que c'est presque encore pire, on a peur de tout quand ça ne marche pas. Et alors là, je pense que c'est l'avantage d'un regard neuf, que ce soit celui d'un conseil qui vient avec une expertise particulière, juridique ou comptable, ou celui d'un manager de transition.
Bah lui, comme déjà, cette personne, dans un premier temps, doit prendre connaissance de l'entreprise, de son fonctionnement, de son marché, des techniques, bah, elle n'a aucun a priori. Mhm. Donc, ça sera beaucoup plus facile, de ce point de vue-là, pour ce regard neuf, d'identifier des pistes d'amélioration ou des dysfonctionnements à corriger. Euh, voilà. Donc, Mais de c'est ce vrai point de que, vue-là, hmm, mais c'est vrai que la force des habitudes, moi j'en parle régulièrement avec les dirigeants que j'accompagne vers la session, c'est que un regard extérieur a ce côté vraiment neutre. On pose des questions qui peuvent paraître bêtes et la réponse va d'un seul coup déclencher le fait que c'est pas si évident que ça qu'on fasse A, B et C alors qu'on pourrait faire autre chose, quoi. tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as déjà eu des entreprises que tu n'as pas voulu prendre, par exemple, comme manager de transition ou sur lesquelles tu as freiné des cas de fer en disant, bah, en fait, elle est, entre guillemets, je pourrais pas la sauver ou je pense pas être la bonne personne pour la sauver? Alors, je n'ai, euh, non, j'ai pas eu ce cas de figure. Ok. Et comment est-ce que, du coup, tu trouves une mission de manager de transition ou comment est-ce on te connaît, comment est-ce qu'on te référence en fait dans ce domaine-là en se disant ben il n'a pas forcément touché, je sais pas moi, à l'horticulture, mais ma boîte d'horticulture elle est en mauvaise position, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui va donner un nouveau lead, une nouvelle direction, une nouvelle impulsion. C'est vrai que c'est un petit peu le défaut, en quelque sorte, de toute personne qui recherche un manager de transition et surtout des actionnaires ou des dirigeants de l'entreprise qui cherchent un manager de transition pour les aider, qu'ils cherchent quelqu'un qui connaisse le métier, qui ait déjà fait la même expérience. Mhm, Donc, même métier, même technique, même marché, etc. Je peux le comprendre parce que c'est une certaine garantie déjà d'être opérationnel rapidement. mhm, Euh, Par contre, si je prends le cas d'un expert comptable, un expert comptable, il vient avec son expertise qui est celle de voir les comptes et ce qui se cache derrière les comptes, mhm. quel que soit le métier en face. Et je pense que, en tout cas en position de direction d'entreprise, euh, je, je n'ai vraiment pas eu de... alors, j'ai eu quelques différences culturelles en passant du bâtiment à l'agriculture, à l'industrie, au nucléaire, etc. Oui, et même fait aussi du retail. Ça, c'est indéniable. Mais les, une entreprise, ça reste un univers où il y a des personnes humaines. Mhm. Et ça, toutes les personnes, enfin, on est à la fois tous pareils et chacun est unique. Donc, euh, il n'y a pas de spécificité d'être humain particulier dans un métier par rapport à Ouais, d'autres. Et c'est une sorte une boîte noire qui doit gagner de l'argent, qui doit en quelque sorte en dépenser moins qu'elle ne doit en vendre. Voilà, c'est mieux. tout simplement. Et il doit y avoir un bon fonctionnement, une bonne coordination entre tout le monde. C'est ça qui est important. Et en tant que dirigeant d'entreprise, et je l'ai d'autant plus maintenant, cette expérience ayant pratiqué différents métiers, euh, je crois qu'au contraire, c'est très intéressant de faire appel à quelqu'un qui est connu des univers différents. Alors certes, j'ai trouvé des interlocuteurs qui étaient sensibles à ça, et d'autres, au contraire, se ferment complètement à ça. Et c'est particulièrement vrai dans certains métiers d'ailleurs. L'aéronautique, l'automobile sont des métiers qui sont ou ceux de la sidérurgie sont des métiers qui, de ce point de vue, sont assez fermés. Alors, c'est Mhm. peut-être l'univers commun d'ailleurs de la sidérurgie et de ses dérivés qui est Ouais. effectivement
un métier très ancien. Mais l'agriculture aussi l'est, et j'ai trouvé des gens assez ouverts dans l'agriculture. Donc, je sais, je sais pas quoi dire de plus sur le sujet. Ouais, non, mais Pencher c'est dessus. intéressant d'avoir ton point de vue parce que justement, tu as intervenu dans tellement de secteurs différents bah, que tu as vu justement ces cultures d'entreprise, etc. Est-ce que tu as eu des entreprises de taille très différentes à gérer? Je ne sais plus. Alors, pendant 10 ans, j'ai travaillé au sein du groupe Veolia. Il y a très le groupe Veolia pour des gens comme Thales, Landra, etc. Donc là, du très gros groupe. Et puis ensuite, j'ai plutôt travaillé dans l'univers des startups. Donc là, tout petit. Récemment, donc le groupe Servier, alors qui est à la limite entre une grosse ETI et un petit groupe. Mais, je veux dire, J'ai quand moins toi, connu les t'es... grosses PME, c'est-à-dire des entreprises de plusieurs centaines de personnes. Mais j'ai fait le grand écart, on va dire, entre le méga groupe de plusieurs centaines de milliers de personnes et la start-up ou la TPE. Mais on va dire, si tu es à la tête d'une usine ou d'une sous-branche, d'une filiale d'un grand groupe, t'avais quoi? T'avais quelques dizaines de personnes, quelques centaines? Oui, chez Veolia, oui, au début, j'étais comme directeur adjoint d'une usine de 300 personnes. Ensuite, donc, j'ai dirigé l'entreprise d'une centaine de personnes. Mhm. Voilà. Donc, Et- voilà, j'ai dirigé entre 1, 2, 3 personnes jusqu'à 100 personnes. et est-ce que tu vois le processus de management qui implique bah, forcément une entreprise de 100 personnes, il y a du management intermédiaire, là où avec 4 ou 10, c'est beaucoup plus direct. Est-ce que toi, tu vois quelque chose qui peut parfois freiner ou accélérer les entreprises du fait de cette Alors, intermédiation, parce que bah, tu parles pas directement à la personne qui va faire, mais au manager de l'équipe qui va faire? et ben, alors, dans un groupe, ce que je trouve gênant, c'est les processus de décision qui sont très dilués et avec des boucles de concertation, Mhm. parfois transparentes, parfois un peu obscures, mais en tout cas lentes. Ce qu'on ne trouve pas effectivement dans une TPE ou une PME où en gros ça se règle autour de la table et la décision est vite prise. Euh, et pareil pour le management. Alors je trouve ça beaucoup plus confortable de diriger une entreprise d'une centaine de personnes où j'avais une dizaine de cadres qui étaient eux-mêmes expérimentés, sur lesquels je pouvais m'appuyer et qui savaient eux de quoi ils parlaient donc. Mhm. Eux, de diriger une TPE ou une start-up, bah, où là, on est en prise directe avec toutes les questions. Les plus prosaïques, hein, la Mhm. serrure de la porte, le ménage, et puis la grande stratégie, aller chercher des financements pour la R&D, pour les fonds propres, etc. Les clients, donc on doit changer sa casquette plusieurs fois dans la journée Mhm. et être bon dans différents domaines, ce qui, bah, il faut être le meilleur possible, mais on ne peut pas être au top Mhm. sur tous les sujets. Donc, de ce point de vue-là, alors c'est plus stimulant sur le plan humain, mais c'est beaucoup plus délicat. Ok. On approche de la fin de l'interview. Quand tu quittes tes missions, parce que ça fait 2, 3 ans ou 18 mois que tu es en place, que tu as fait ce qui était, entre guillemets, attendu de toi, euh, comment est-ce que tu amorces le cycle avec la personne suivante? Est-ce que tu rencontres le nouveau directeur? Est-ce qu'il y a une période de basculement? Parce qu'en fait, quand on est dans une session d'entreprise, bah, il y a le passage de leadership de l'un à l'autre. Comment est-ce Oui. que toi, tu as vécu ça? Comment ça se met en place dans ce type de structure? C'est très différent. Euh, alors, c'est souvent, personnellement, je pense que c'est l'une des clés de la réussite de la mission. C'est effectivement la pérennisation du travail qu'on a fait. Et ça, souvent, c'est pas prévu ou mal prévu par les entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs. Mhm.
Euh, voilà, donc, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais Non, mais on cherche pas des. gêner certains de mes anciens clients, mais certains d'entre eux, effectivement, s'y sont pris un peu au dernier moment pour prévoir la personne qui allait prendre le relais. Mhm, C'est-à-dire que alors que c'est prévu dans le calendrier, alors que en quelque sorte la méthodologie est prête pour transférer le savoir-faire mhm. et la conduite opérationnelle, il peut y avoir un hiatus de ce côté-là. Alors, ce qui fragilise du coup la pérennisation de ce qu'on a pu transformer. Ouais. Et tu parlais de méthodologie de transmission. Est-ce que tu peux partager ce que toi tu mets en place quand tu veux bah, justement céder ton poste? Est-ce que tu as des choses, une checklist que tu coches ou comment est-ce que c'est plus organique? Non, 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 c'est on met ça dans le planning, on prévoit ça dans le planning avec donc son client. On pointe avec le client dès le début ce dont on pense qu'il faudra qu'il prévoit de son côté. Mhm, Et donc, ça fait partie de l'actualisation régulière de son plan de travail et de la relation qu'on a avec son client. Et du coup aussi d'un tableau d'évaluation des risques. Parce que si on voit que le client ne prévoit rien ou n'a encore rien fait, parce que là, la limite, c'est qu'on on n'est pas acteur dans ce domaine. Enfin, on est acteur que si en face de soi, on a une personne qui va recevoir ce qu'on a à mhm, transmettre. De ce point de vue-là, moi, ce que je fais, c'est que j'identifie et je pointe un risque et je réitère ma suggestion de plus en plus appuyée. une chaude recommandation. Et voilà une chaude recommandation. Euh, voilà. Alors, une fois quand ça peut être exécuté, bah, de toute manière, dans mon planning, est réservé le temps pour le transfert. Mhm, Et donc, éventuellement, si certaines actions n'ont pas pu être terminées de mon côté, parce que dans une checklist de choses à faire, bah, il reste toujours des petites choses à finir, entre le transfert et les choses à faire, le transfert est privilégié. Parce que de mhm, toute façon, il y a une deadline du départ du manager de transition. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce jour-là, la personne qui reçoit le transfert soit plus à même de poursuivre, mhm. éventuellement ce que soi-même on n'a pas pu terminer. En parlant justement de deadline, ça me rappelle une question qui est par rapport du coup au début de ta mission. Est-ce que toi, quand tu t'engages sur une mission, tu sais que tu en as pour, je sais pas moi, 12, 18, 24 mois? Et si oui, est-ce que tu l'annonces aux gens quand tu arrives dans l'entreprise? J'ai 12 mois pour vous remettre sur les rails ou quelque chose comme ça? Alors, c'est au début une dimension assez variable. En général, les gens prévoient voilà, des missions de 3 mois, 6 mois, 18 mois. Mhm, Euh, En général, c'est plutôt des délais courts, hein, entre 3 et 9 mois. Et puis, au bout d'une période d'environ un mois, 2 mois, où on a soi-même suffisamment exploré le sujet, établi un plan d'action, on réajuste éventuellement ensemble le planning, donc la date de départ. mhm, Une fois que cette date de départ est fixée, très généralement, elle est respectée par le client parce que lui, il a inscrit dans son budget. Et il se fixe en quelque sorte une limitation pour le budget. mhm, Alors, je le comprends quand c'est dans la transformation technique, par exemple là, le cas de l'ingénierie, donc c'est une transformation technique. mhm, Par contre, dans le redressement d'une entreprise, si le redressement n'est pas allé jusqu'au bout, ça n'a pas tellement de sens. mhm, Il faut, si on a, je sais pas, si on a fait gagner 5 points sur le résultat net et qu'on pense pouvoir faire gagner encore 3 4 points en restant 3 mois de plus, bon, ouais, ça ça se négocie. c'est un autre sujet. Ok.
Alors, merci beaucoup pour ce partage, Antoine. Je trouve que ça a été très riche en concepts et de manière aussi très pratique et très pragmatique sur ce que tu as vécu. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère que les lecteurs, les visionneurs, pardon, pourront bien mettre un commentaire, un like. Antoine pourra répondre s'il y a des questions pertinentes et on sera ravis de continuer le débat en commentaire avec tout le monde. Merci beaucoup. Eh ben, volontiers. Merci beaucoup, Mathieu, et puis à ton service. Avec grand plaisir. Merci, au revoir.